Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle. Nous sommes à 51 jours de l'élection et même si ces derniers jours, ces dernières heures, la campagne a pris un ton plus dur avec cette référence, par exemple, à l'épuration faite par Nicolas Sarkozy. Une campagne, c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux grands enjeux. À quoi va ressembler la France de demain? Quel nouveau modèle de société peut-on imaginer? Eh bien, c'est le thème de l'émission de ce soir, avec deux candidats à la présidentielle. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Ancienne ministre, députée européenne. C'est la deuxième fois que vous vous présentez au scrutin présidentiel. Face à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir également. C'est votre première campagne présidentielle pour vous. Vous êtes député et maire de Hyères dans l'Essonne. Et puis, pour vous interroger, Piotr Smolard du journal Le Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Méfiance vis-à-vis du politique, angoisse pour le futur. Il y a 20 ans, l'idéal de la construction européenne pouvait faire rêver. Ce n'est plus véritablement le cas aujourd'hui. Alors vous, Nicolas Dupont-Aignan, vous répondez à cette inquiétude par tout simplement le protectionnisme. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu court ? C'est la présentation que vous faites qui est courte. Et c'est tout de même ce que vous dites, protectionnisme. Oui, je dis surtout qu'il est temps que la France soit gouvernée. Parce qu'en fait, ces témoignages des jeunes qu'on a entendus sont très intéressants. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on est en pilotage automatique. C'est-à-dire que nos gouvernements, élus au suffrage universel, ne gouvernent plus. Et ont transféré le pouvoir à des gens non élus, qui se situent à l'étranger, je pense en Europe notamment, Commission, Banque centrale, une oligarchie européenne, qui en fait est aux ordres des multinationales, des marchés financiers, qui n'a rien à voir avec la belle Europe qu'on nous avait promis. Et puis aussi au niveau intérieur, la grande distribution, les banques, les nouvelles oligarchies qui ont pris en main les sociétés, d'une société de services publics. Et en fait, on a un président de la République, je ne parle pas de celui-là, mais je parle de ceux qui se sont succédés, qui ne sont que des arbitres entre des intérêts particuliers. Alors ça, on a compris. La France est en roue libre. Diagnostic. Eh ben oui, mais ça se paye avec le temps. Sur les solutions qu'on met en place, vous dites quoi exactement ? D'abord, vous dites on sort de l'euro, c'est ça ? Je dis non. Je dis d'abord, le nouveau président de la République doit à un moment donné dire je sers l'intérêt général, je représente les Français et je défends le peuple français. Parce que le peuple français a le droit d'être défendu comme Mme Merkel défend les Allemands, comme M. Cameron défend les Anglais, etc., etc. Ça veut dire d'abord le retour de la nation. Et cette nation, à nouveau gouvernée, bien évidemment, doit reconstruire l'Europe, la refonder, sur une base différente, qui n'est pas la base supranationale, qui mène à rien, parce qu'elle n'a pas de socle démocratique, mais qui est une base de coopération entre États majeurs, qui prépare le XXIe siècle sur les grands enjeux techniques, scientifiques. Et là, ça veut dire concrètement, très concrètement, on sort de l'euro, parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie unique pour des économies différentes. Deux, on met en œuvre un protectionnisme pour les produits qui sont fabriqués à partir de l'esclavage humain, parce qu'on défend un modèle social et environnemental. Des taxes aux frontières, oui, en fonction de la manière dont ont été fabriqués exactement. Ce que font tous les pays du monde sauf l'Europe. Des taxes aussi liées à l'environnement, j'imagine. Exactement. D'accord. Bah oui, parce que si on veut protéger la planète, il faut qu'il y ait intérêt à protéger la planète. Et donc, il faut que les produits qui entrent, et là je pense que Mme Lepage ne sera pas en désaccord avec moi, que les produits qui entrent sur les territoires européens respectent un certain critère. Et puis, ça veut dire aussi prendre des mesures intérieures. Tout n'est pas la faute des autres. Intérieures pour doper notamment le système scolaire, les PME, etc. Et on en reparlera. Alors, on va interroger Corinne Lepage sur le même sujet. Vous, la députée européenne que vous êtes, quand vous entendez ce type de discours, qu'est-ce que vous répondez ? Vous dites oui à un certain protectionnisme, ou alors c'est un discours qui vous effraie, si on peut dire ça comme ça ? Alors, d'abord, j'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas et je me reconnais dans les valeurs républicaines qu'il défend. On défend les mêmes. Sur l'Europe, on n'est pas d'accord, très clairement. Mais je ne renie pas tout ce qu'il a dit. L'Europe est absolument indispensable aujourd'hui pour asseoir la place du continent dans le monde. Moi, j'ai tendance à dire que nous ne sommes pas dans une crise, mais dans un changement de monde. Et ce changement de monde, il est avant tout peut-être géostratégique. C'est-à-dire que si l'Europe veut pouvoir défendre ses positions, et il faut qu'elle le fasse, et c'est en cela que je rejoins Nicolas sur la question de faire payer le vrai prix. Ça veut dire des taxes aux frontières.
mais je reviendrai dans un instant sur ce point. Si l'Europe veut défendre l'intérêt des Européens, il faut qu'elle soit forte. On a donc besoin d'une Europe politique qui est forte, avec des grands projets européens, donc, par exemple. Vous dites l'Europe, c'est une chance. C'est pas un facteur de crise, ça n'augmente pas la crise. Non, on a mis sur le dos de l'Europe beaucoup de choses. Je ne veux pas dire qu'elle fonctionne parfaitement. Je ne veux pas dire qu'elle est démocratique, c'est pas vrai. Je ne veux pas vous dire des choses qui sont fausses, mais je vous dis simplement que c'est l'opportunité que nous avons de défendre convenablement nos concitoyens, qu'ils soient nationaux ou européens, dans ce nouveau monde qui s'est mis en place. Ceci étant, je milite pour une vérité écologique et sociale des prix. Cela veut donc dire de ne pas accepter l'entrée sur le territoire européen de pays qui utilisent le dumping social et environnemental pour nous envahir. Et par voie de conséquence, je suis favorable à une taxe carbone, par exemple, à l'entrée des frontières européennes, qui aurait de surcroît pour avantage de s'inscrire dans ce que je propose quand je dis produire local, c'est-à-dire de permettre une certaine relocalisation. Corinne Lepage, sur ce point, on vous entend tous les deux, là vous semblez d'accord. Sur cette question-là, autre point assez important, il y a deux manières de voir l'Europe quand même aujourd'hui. Soit dire qu'on passe d'abord par la phase de l'Europe des nations avec des nations fortes, et on comprend que c'est plutôt votre position, monsieur Dupont-Aignan, soit une Europe où on continue à construire une Europe supranationale avec une Europe qui ressemble véritablement à une véritable construction européenne. Vous êtes plutôt dans ce sens-là, Corinne Lepage, c'est bien ça? Alors, je suis plus intégrée avec des cercles concentriques. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je le dis très clairement, pour qu'on continue à faire entrer des pays nouveaux dans l'Europe. J'ai entendu ce matin que l'Europe avait donné un feu vert sur le principe pour l'entrée en Europe, je crois que c'est la Bosnie. Non, c'est le statut de candidat pour la Serbie. Pour la Serbie. Mais c'est à très long terme, ça va nécessiter encore des années pour négocier. C'est ce qu'on vient d'admettre la Croatie. Moi, j'ai voté contre. Très franchement, parce que je ne trouve pas sain de continuer à étendre l'Europe tant qu'on ne sait pas précisément quel avenir nous allons faire. Mais Madame Lepage, à partir du moment où vous ouvrez des négociations avec un pays, qui sont des négociations sur des critères techniques de convergence, il est normal de parvenir au terme des négociations et si les conditions sont remplies, d'accepter ces pays. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Je vous le dis très clairement. Pour qu'on continue sur ce qui nous a mis aujourd'hui dans l'impasse, c'est-à-dire de faire de l'élargissement vers faire de l'approfondissement. Il faut commencer par être parfaitement clair sur ce que nous voulons. Et nous voyons bien que se dégage même à l'intérieur de l'Europe des 27 aujourd'hui plusieurs Europes. Et à commencer évidemment par l'Euroland. Car il est tout à fait évident qu'on ne peut pas continuer à avoir une monnaie commune et des politiques fiscales et budgétaires qui vont dans des directions complètement différentes. Donc on voit bien qu'il y a des cercles concentriques et que très probablement l'Europe qui va se construire, l'Europe politique qui va se construire dans les années qui viennent, va être une Europe qui ne sera pas à la même vitesse pour tous les pays européens. Nous allons avoir des cercles d'Europe. Alors, on a entendu vos points communs et vos différences sur le sujet. D'un point sur l'Europe, Nicolas Dupont-Aignan, et puis après on passe à un autre sujet. Je crois que l'Europe, telle que l'ont imaginé les défenseurs de la supranationalité, est en train d'exploser devant nous. Et que face à cette explosion, parce que l'Europe politique n'existera jamais, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de langue commune. Le choix est très simple. Soit on continue à vouloir forcer la marche. Ils n'ont pas tenu compte du référendum de 2005, notamment en France, on en reparlera. Ils veulent continuer à l'agrandir, ils veulent imposer une monnaie unique qui est en train de ruiner les pays du Sud. Ça va à l'explosion et au retour des haines et des guerres. Soit on dit, on arrête cette mauvaise Europe et on revient à l'Europe des démocraties qui coopèrent entre elles sur des projets et on sauvera l'Europe. Sur les dettes respectives des pays, ou est-ce qu'on fait ça tout seul? Ah mais pas tout seul, on peut faire ça en partenariat, mais en revanche, chacun reprend sa dette. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Et ce que je crains aujourd'hui, ce que je vois, c'est terrible ce qui se passe, c'est l'aveuglement de gens hors sol qui veulent imposer un modèle qui ne marche pas et qui ne comprennent pas qu'il vaut mieux des nations qui travaillent entre elles et qui préparent la mondialisation, l'Europe à la carte que je propose. Ce qu'on a fait avec Airbus et Ariane. Pourquoi on ne le fait pas sur le solaire, sur la voiture propre, sur les nanotechnologies? La bataille et la guerre, elle est scientifique. Piotr Smolar, à côté de moi, qui trépigne et qui a envie de poser une question. Dernière question sur l'Europe, Piotr, et puis on passe aux questions d'environnement. J'entends quand même une sorte de contradiction dans ce que vous nous exposez. Vous nous dites il faut qu'il y ait un retour aux nations. Oui. Or, on assiste depuis septembre et l'accélération de la crise des dettes souveraines, on assiste justement
au retour des nations dans la construction européenne. C'est la France et c'est l'Allemagne qui ont repris le manche, alors que la Commission a complètement disparu de la circulation. Réponse de Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est pas le retour des nations, c'est le retour d'un condominium aligné sur la politique de Mme Merkel qui est en train de précipiter l'Europe dans la pire régression sociale et dans l'explosion de l'Europe. Vous trouvez ça intelligent? Alors, c'est une absurdité, c'est pas les nations. Les nations, chaque nation doit gérer sa monnaie et doit travailler sur des projets concrets qui feront aimer l'Europe. L'Europe ne se bâtira que si on est capable de la faire aimer des Européens, si elle réussit. Et c'est bien plus important d'être face à la Chine sur des projets concrets, environnementaux, scientifiques, technologiques, que de vouloir tout uniformiser. C'est l'échec complet de ce rêve. On a votre position qui est en train de s'effondrer devant nous, là. Sur cette Europe. Vous parliez à l'instant, Nicolas Dupont-Aignan, de projets environnementaux. Et j'aimerais que Corinne Lepage, on aborde quand même cette question qui vous tient sur la démocratie européenne. Alors, on va vous laisser répondre sur la démocratie européenne. Et puis, vous demander d'enchaîner derrière, si vous pouviez nous détailler en quelques mots, quel est votre grand programme en matière d'environnement. Vous appelez ce programme, si je ne me trompe pas, Soleil. Oui. C'est pas pour ça qu'il s'agit que du solaire. Que du solaire, mais vous allez nous expliquer juste un mot sur la démocratie européenne. Oui, il faut faire aimer par les Européens l'Europe. Oui, bien sûr, par les citoyens. 2, je crois qu'il faut bien voir qu'au sein du Parlement européen, il y a une vraie alchimie qui se fait et que nous sommes capables, quel que soit le pays, quel que soit le groupe politique, d'essayer de dégager d'entre nous quelque chose de commun, quelque chose qui nous transcende tous. Et ça existe, parce que nous avons des majorités d'idées, parce que nous avons des majorités de consensus et que nous arrivons à pousser des politiques. Cela dit, Corinne Lepage, sur les questions liées à l'énergie, tous les pays européens ne sont pas forcément d'accord entre eux. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous, en France, vous voulez quoi ? Alors, moi, ce que je propose dans mon programme, qui est à la fois un programme rigoureux sur le plan budgétaire et un programme très volontariste sur le plan de l'investissement. Je peux le faire, tout ça c'est chiffré, donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais pour ceux qui s'intéressent, ils trouveront. Quelles nouvelles énergies, avec quels investissements, pour combien d'emplois, pour faire ça? Alors, Soleil, c'est quoi? Soleil, c'est un fonds et une stratégie. Un fonds alimenté à hauteur de 8 à 10 milliards l'an avec des fonds bloqués pendant 30 ans. Pourquoi 30 ans? Parce que c'est à peu près ce dont nous avons besoin pour payer notre transition énergétique. Ce fonds est destiné à financer quoi? À financer la recherche. Nous avons un retard colossal dans les énergies renouvelables. Nous pourrions être excellents sur le stockage de l'électricité, qui est un des grands sujets. Il faut payer ça. La décentralisation énergétique, parce que c'est le moyen de redonner de l'activité économique à nos territoires et de produire local. L'achat éventuellement d'entreprises qui aujourd'hui vont mal, notamment je pense au photovoltaïque, parce que nous n'avons pas les brevets qu'il faut et qu'acheter ces entreprises nous permettrait de les avoir. Voilà. Tout cela pourrait être fait dans le cadre de ce plan Soleil en mêlant cette stratégie et le plan. Avec à la clé une augmentation quand même dans cette phase transitoire des factures tout simplement pour les consommateurs. Gilles Leclerc, de toute façon, l'électricité et l'énergie en général vont coûter plus cher. L'objectif, c'est de réduire la consommation. On dit partout l'électricité coûte en Allemagne 35% moins cher qu'en France. C'est vrai. Plus cher qu'en France, c'est vrai. Sauf qu'un ménage allemand consomme 35% de moins d'électricité qu'un ménage français. Donc vous dites qu'il faut combiner la réduction de la dépense d'énergie avec une recherche développée sur des nouvelles énergies. Vous parlez en particulier de l'éolien offshore, si je ne me trompe pas. C'est une des énergies que vous voulez véritablement développer en France. Nicolas Dupont-Aignan, ce programme de Corinne Lepage, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression, en vous regardant, que vous êtes tout assez d'accord finalement. Mais moi, ce que j'aime chez Corinne Lepage, c'est que c'est concret et qu'elle voit à long terme. Mais pour faire ce que veut Corinne Lepage, si on ne reprend pas en main notre destin national, c'est-à-dire si on ne se donne pas les moyens de repartir sur le pied de la croissance. Alors certes, ça apportera de la croissance, son programme, mais il faut amorcer la pompe aussi. Et c'est là où je propose, moi aussi, une sorte de projet politique et économique différent. Quand je dis qu'il faut sortir de l'euro, je récupère, et c'est tout à fait chiffré sur mon site internet, on peut le retrouver, je récupère, actuellement nous payons 50 milliards d'intérêts par an. 50 milliards d'intérêts par an. Si nous avions notre Banque de France qui finance à taux zéro, comme nous l'avons fait du temps du général de Gaulle, à 0% d'intérêt, en 5 ans, en monétisant chaque année 100 milliards, ce que fait l'Angleterre en ce moment, nous faisons diminuer les dépenses d'intérêt, j'insiste là-dessus pour nos auditeurs, de 20 milliards. 20 milliards d'euros qui permettront de reconstruire l'État, qui permettront de baisser les charges sur les PME, qui permettront d'investir dans l'avenir. Ce qui est terrible dans le continent européen aujourd'hui, c'est qu'il est complètement... Bien sûr, mais bien sûr, on ne s'en sortira pas dans la mondialisation. Comme le souhaite Corinne Lepage dans il n'y a pas que l'énergie. Il n'y a pas que l'énergie. Il faut marier l'énergie avec les nouvelles technologies
de la communication. Et l'intérêt de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire cette révolution post-pétrolière et post-nucléaire, c'est de marier l'intelligence que nous avons avec les réseaux, les nouveaux réseaux, avec tout ce qu'Internet permet dans le partage automobile, du transport, dans la régulation de l'électricité, dans la capacité donnée à chacun d'être son producteur et son consommateur et de se réguler. Eh bien, c'est tout cela que nous devons financer. Mais ce que je veux dire à Nicolas, c'est que même si c'était possible, resterait la loi de 73 votée en France, qui interdit. Qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est une loi qui a été votée, parce qu'on va passer une deuxième qui a été votée par Georges Pompidou, c'est extrêmement important, qui interdisait à l'État, bien avant l'Europe, d'aller se financer directement à la Banque de France. Ce qui a été sacralisé par Maastricht, puis par le traité de Lisbonne. Mais ce qui veut dire aussi bien, vous proposez, Nicolas Dupont-Aignan, de revenir là-dessus. Oui. Nous pourrions tout à fait imaginer, moi c'est ce que je voudrais, que la BCE devienne une vraie banque. Oui, mais elle n'est pas seule en Europe. La BCE a réinjecté 1000 milliards d'euros depuis décembre. Mais à qui? Le scandale du siècle. Oui. Et vous savez comment? Attendez, il faut le dire. 1000 milliards. Avec les obligations. 1000 milliards. Avec des Le obligations. scandale du siècle. En même temps, autrement on ne se comprend plus. Nicolas Dupont-Aignan, vous répondez, mais alors de manière très brève, très brève. 1000 milliards. La BCE est capable de prêter à 1% d'intérêt 1000 milliards aux banques, au système financier, sans le réformer. Et au même moment, ces mêmes banques qui vont se prendre cet argent à 1%, le reprêtent à des taux usuraires aux pays du Sud, à la Grèce à 28%, au Portugal à 16%, à l'Italie à 5%. C'est le scandale du siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système est au service des banques et pas des peuples. Et bien on peut inverser ça. Oui, mais on peut le faire. Et on entend aussi votre souhait de l'inverser. Tous les deux, ce que je vous propose, c'est qu'à ce stade du débat, eh bien, nous élargissions un petit peu notre réflexion, car un nouveau modèle de société, c'est bien entendu des questions d'économie, d'environnement, mais c'est aussi peut-être une autre façon de faire de la politique. Il est beaucoup question en ce moment de la pratique du référendum, et écoutez sur ce point l'analyse du politologue d'Ipsos, Brice Teinturier, au micro de Baptiste Etchegaray. Il y a très certainement aujourd'hui, dans toutes ces tentatives de vouloir montrer aux Français qu'on va les consulter par référendum, par d'autres techniques, il y a très certainement aussi une posture dans un moment électoral. Mais moi, je suis plus sensible à ce que ces candidats manifestement ressentent et qui est confirmé par toutes nos enquêtes, par cette demande qui est profonde de la société française, qui est ancienne, qui ne date pas d'il y a quelques mois, d'être consultée davantage. Donc c'est de toute façon une posture ou un principe qui forcément est populaire. Après, encore une fois, c'est vraiment la question ou l'enjeu ou la question posée qui fait que le référendum va être perçu comme réellement légitime ou comme quelque chose qui est là pour consolider un pouvoir en place ou qui peut s'avérer au contraire comme délégitimant. Sur l'énergie, on peut se dire que c'est quelque chose de légitime aux yeux des Français. Ça compte, c'est la question du nucléaire, par exemple, est quelque chose qui, à leurs yeux, pourrait être abordé sous l'angle du référendum. Je suis moins certain que la question de l'indemnisation des chômeurs ou de la formation soit forcément une question, telle qu'elle en tout cas, qui, à leurs yeux, doivent être tranchées par référendum. Donc il y a une reformulation aussi ou une élaboration de la question imposée qui est importante. Le référendum, c'est sérieux, nous dit Brice Teinturier, on n'en doute pas. Et sur ce point, question de Piotr Smolar du Monde. Oui, c'est fou comme en période électorale, le référendum redevient tout d'un coup populaire. Tous les candidats semblent se ranger à cette hypothèse. Seulement, tout dépend de la question que l'on a envie de poser aux Français. Et je voulais savoir quelle sorte de questions vous voudriez soumettre par référendum aux Français. Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, je voudrais remarquer que jamais la parole du peuple français n'a été autant bafouée qu'à la suite du référendum de 2005, et que c'est celui qui a bafoué le peuple français avec le soutien du Parti socialiste, qui a été voté le traité de Lisbonne à Versailles, qui aujourd'hui nous parle de référendum, c'est vraiment se moquer du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment, on ne sortira la France de ces difficultés que si on associe le peuple français à un plan de redressement cohérent et à long terme. Et c'est pourquoi, dans mon projet politique, comme gaulliste bien évidemment, je pense qu'il doit y avoir un référendum sur la sortie de l'euro, il doit y avoir un référendum sur la réforme de l'école publique, il doit y avoir un référendum à une question très simple sur les savoirs fondamentaux. Mais quelle est la question que vous soumettez par référendum sur l'école? Ce sera l'objet de discussion, mais la question fondamentale, c'est est-ce qu'on, par exemple, revoit complètement l'organisation de l'école autour du primaire? Est-ce qu'on supprime des matières? On accroît le nombre d'horaires de français? C'est-à-dire, on demande éventuellement aux enseignants un effort? C'est pas au cours d'une élection qu'on peut répondre à ces questions-là quand même? Bien évidemment, mais il y a des grands enjeux. Je prends l'exemple de la sécurité.
On n'arrive pas en France à appliquer les peines de prison. La magistrature renacle en permanence. Une seconde sur le référendum, on en parlait à l'instant, sur le référendum sur l'école. Oui. C'est-à-dire que si on vous entend bien, vous voulez soumettre à un référendum, en fait, un programme scolaire. Pas un programme, un esprit. On voit bien que la faillite de l'école républicaine aujourd'hui en France est liée à un état d'esprit qui s'est développé depuis 20 ans, d'abaissement du niveau, de mauvaises méthodes, de laxisme, et que aujourd'hui d'ailleurs les deux candidats du système, il y en a un qui veut ajouter des postes, l'autre veut augmenter soi-disant les salaires, mais aucun n'aborde la vraie question qui est qu'est-ce qu'on apprend et dans quel esprit. La justice, les peines de prison ne sont pas appliquées dans notre pays. Les magistrats renaclent en permanence, pas les magistrats, certains syndicats. Je pense qu'il faut à un moment donné savoir si on veut appliquer la loi républicaine. Eh bien, faisons un référendum. Sur l'école, référendum sur la sortie de l'euro, référendum sur la justice, en voilà 3. Et vous, Corinne Lepage, on peut demander à Corinne Lepage quel référendum elle souhaite organiser. C'est dans mon programme, la proposition numéro 48, parce que je suis un soutien du référendum depuis très longtemps. D'abord, référendum national et référendum d'initiative citoyenne, qui a été voté en 2008 et dont la loi organique n'est jamais sortie, ce qui fait que c'est impossible à faire. Mais je suis pour qu'on puisse le faire, pour que les citoyens puissent demander un référendum. Sur les questions à poser, je vous propose 3 séries de questions. La première, c'est des grands sujets de société. Je pense que c'est par là qu'il faudrait commencer pour sortir de cette vision plébiscitaire qu'a le président candidat sur le référendum. Donc moi, je commencerai par le droit de mourir dans la dignité, qui est un vrai sujet de société. Et je pense que chaque Français doit pouvoir dire ce qu'il en pense. Sur le mariage homosexuel, ensuite sur le droit de vote des étrangers au municipal, ensuite 3 sujets plus politiques dont la classe politique a beaucoup de mal à sortir. Le non-cumul des mandats, le vote blanc et la proportionnelle. Et après, je proposerai un référendum après un débat sur le nucléaire et la question serait très simple. Voulez-vous construire de nouvelles centrales nucléaires? Rien d'autre. La question est très simple. On n'arrête pas de voter en vous écoutant. Mais oui, mais je pense que c'est très important de donner aux Français la possibilité précisément de reprendre la main sur leur propre destin. Voyez-vous, quand on entendait nos jeunes là tout à l'heure, cette espèce de désespérance, parce qu'on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui passe et qu'on ne peut jamais rien faire et que tout le monde décide de tout pour vous et que finalement la messe est dite avant que de commencer. Eh bien, de donner aux Français la possibilité de se prononcer sur leur avenir en sortant précisément de cette vision césariste, bonapartiste, en ayant une vraie vision démocratique de l'usage du référendum, je pense que ce serait extrêmement important et que ça modifierait considérablement le rapport entre le politique et le citoyen. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous préciser cette idée de référendum sur le nucléaire et la question exacte que vous voudriez poser? Parce que je n'ai pas très bien compris. Alors, je vais vous préciser, monsieur, avec plaisir. La question que je voudrais poser, c'est souhaitez-vous que l'on construise de nouvelles centrales nucléaires en France? Pourquoi cette question-là? Parce que c'est celle-là l'avenir du nucléaire. De s'interroger pendant 107 ans pour savoir si on va continuer pendant 20 ans, 22 ans, 23 ans, à mon avis, n'a aucun intérêt. En revanche, de savoir si on veut en reprendre pour 60 ans, ça a du sens. Et c'est les questions qui ont été posées aux Italiens ou aux Suédois. On n'est quand même pas plus idiots qu'eux. Donc on doit être en capacité de pouvoir se prononcer sur cette question simple. On continue ou on arrête? Question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Question commune. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre qu'il faut poser une question aux Français sur l'organisation des territoires? Est-ce qu'il faut rester Europe ou nation, région, département, communauté de communes? Que faut-il faire par exemple du conseiller territorial? C'est une vraie question ou pas? Il y a plein de vraies questions. Après, il faut voir ce que je veux dire vraiment. C'est que si on n'associe pas les Français à leur destin, mais il va y avoir un repli terrible, vu que le pays n'est pas gouverné, on va arriver à des troubles majeurs. Et d'ailleurs, moi, je veux vous mettre en garde sur ce qui se passe pour cette élection présidentielle. Parce que le premier référendum, là, qu'on a, la première grande élection au suffrage universel, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 partis qui ont échoué depuis 30 ans, qui se sont partagés les pouvoirs, qui ont ruiné le pays, et qui s'entendent comme larrons en foire pour dominer le jeu politique et qui d'ailleurs désespèrent nos concitoyens. Alors, eh bien, j'aimerais que là, déjà, on ait une vraie élection présidentielle. Comme Corinne Lepage, j'ai publié un livre, Corinne Lepage a des projets, il y en a d'autres, qu'au moins les Français puissent juger. Interrogation. On entend ce que vous dites et on peut entendre effectivement que les gens ont besoin, ont envie de s'exprimer et vous dites il faut faire attention à cette élection-là. Mais quand on regarde
tous les sondages et tous les instituts, tous donnent effectivement une sorte de bipolarisation de la vie politique française. Attendez, laissez-moi terminer. Avec quand même un certain nombre de voix et beaucoup plus de voix pour les deux grands candidats que pour les autres. Finalement, est-ce que ça ne va pas totalement à l'encontre de ce que vous dites? Totalement faux. Alors, on va laisser répondre. Pas du tout. Puis Je vais vous dire d'abord, premièrement, excusez-moi, mais regardez les temps de parole des uns et des autres. Autrement dit, il a été décidé en amont de qui allait bénéficier de 60% du temps d'antenne, grosso modo, de toutes les chaînes confondues. Avec les critères, quand même. Oui, ben, enfin, on en a pris deux. On a dit c'est l'UMP et le PS, Nicolas Sarkozy ou ses représentants tant qu'il n'était pas candidat, et François Hollande de l'autre côté, qui occupent 60% des médias. Ensuite, on en a pris deux autres, et ceux qui restent, qui représentent des opinions minoritaires, mais qui existent. Oui, mais à partir du 20 mars, Monsieur Leclerc, il n'y aura que ceux qui auront obtenu leur parrainage. Or, le but du jeu des deux partis politiques en question est précisément de faire en sorte que le moins possible de candidats aient les parrainages. C'est la seule raison, Corinne Lepage. Je pense que c'est une raison dans les majeure. D'accord, alors on va interroger c'est pas la Nicolas. Seule, mais c'est une raison on va majeure. interroger Nicolas Dupont-Aignan sur le sujet. Sondages. Un sondage très intéressant. Sur les intentions de vote en faveur de Nicolas Sarkozy, il y a les 2/3 des intentions de vote d'aujourd'hui qui sont par rejet de François Hollande. Et sur les intentions de vote en faveur de François Hollande, les 2/3 des intentions de vote sont par rejet de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que si on n'avait pas présenté dans les médias les deux, comme les deux seuls pouvant être au second tour, ils sont au même niveau que Marine Le Pen et François Bayrou, chacun d'entre eux. Il n'y a aucune conviction. Pardonnez-moi, ce que vous dites est inexact. Si. Pendant tout le début de la campagne, on a au contraire insisté sur le fait que le match était très serré et que Marine Le Pen, par exemple, pouvait passer au deuxième tour. Donc il n'a jamais été question de deux candidats uniques pouvant passer au deuxième tour. Nicolas Dupont-Aignan. Corinne Lepage parlait de 60%, j'ai regardé les chiffres. Jusqu'à mi-février, ça a un peu changé depuis, 80% du temps d'antenne. 80% d'antenne était réservé à deux candidats qui, dans les urnes, pardonnez-moi, n'étaient qu'à 50%. Parce que PS et UMP, si vous regardez ce qu'ils ont dans les urnes aux élections, et encore on parle des gens qui votent, ça veut dire que ces deux partis ne recueillent pas plus de 15% des inscrits en France. Et ils se maintiennent au pouvoir depuis 20 ans dans l'échec le plus absolu. Maintenant, et là, vous avez une responsabilité. Je vous remercie de nous inviter. J'imagine que vous êtes une responsabilité énorme. Ou non d'ailleurs, et je vous pose la question, mais on va d'abord interroger Corinne Lepage sur le sujet, puis vous ensuite. Élection avec une dose de proportionnelle, vous êtes pour? Bien sûr, parce que c'est le moyen de sortir précisément de ce système de cooptation dans lequel on est. Ou plus que ça? Une bonne dose. Minimum 35%. Une bonne dose. Minimum 25%. 25% par exemple des sièges au Parlement, ce serait à la proportionnelle. Oui. Je pense que ça permet de constituer une majorité et ça permet à tout le monde d'être représenté. Sur ce point, Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, moi qui étais issu du Parti gaulliste et peu favorable au départ, l'expérience que j'ai de parlementaire, comme non inscrit, on est 9 non inscrits, le spectacle affligeant de l'Assemblée nationale depuis des années, m'oblige à penser qu'il faut changer. Il faut une dose de proportionnelle. Ce qui va quand même un petit peu à l'encontre de système. vos convictions gaullistes. Initialement, oui, mais je pense qu'il faut s'adapter. Moi, je regarde pas dans le rétroviseur. Je regarde une société politique bloquée. Le pouvoir a été transféré pour l'essentiel à Bruxelles à des gens non élus. Et ce qui reste en France, c'est deux partis qui le monopolisent. Comment voulez-vous que nos concitoyens ne soient pas indignés? Une dernière question de Piotr Smolar avant de passer à la dernière partie de l'émission. Comment pourrait-on tordre le bras des grandes formations politiques dont vous dénoncez le monopole sur la question de la diversité, par exemple, et de l'égalité, que ce soit de l'égalité homme-femme au Parlement ou alors la question de la diversité ethnique? Eh bien, laissez un peu de diversité de familles politiques et vous verrez que quand il y a la concurrence, moi j'ai connu la droite, quand j'ai été élu la première fois député, il y avait 3 partis, RPR, centriste et démocratie libérale. Eh bien, il y avait de la concurrence. Il n'y avait pas ce sentiment de fermeture. Parce que les partis... Il n'y avait pas de diversité du tout. Non, mais il y avait quand même beaucoup plus... C'est pas ça qui mettra des couleurs à l'Assemblée. Attendez, il y avait beaucoup plus de volonté de rechercher des talents. Là, on case les copains en permanence. Eh bien, je pense qu'il faut de la diversité politique. Pour les femmes, il y a une jeune femme là qui se plaignait tout à l'heure. Très franchement, la situation des femmes en France n'est franchement pas en progrès. Dans ce domaine-là, comme dans le domaine social, c'est les femmes qui sont les plus précaires, c'est les femmes qui sont le moins payées, c'est les femmes qui sont le plus au chômage, c'est les femmes qui sont le plus en difficulté. Il n'y a pas de centre d'accueil pour les SDF, pour les femmes. Avec les gosses, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants qui sont pris, qui vont à la DAS, c'est-à-dire c'est la double peine. Très franchement, la situation des femmes en France, c'est un vrai problème. Comme Nicolas Dupont-Aignan, il ne nous reste que quelques minutes dans cette émission et c'est l'heure des questions d'actualité.
Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses tout aussi brèves. Et première question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Corinne Lepage, et même question d'ailleurs pour Nicolas Dupont-Aignan, si vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, après tout c'est quand même une hypothèse, est-ce que vous donnerez des consignes de vote? Pour le moment, j'ai simplement dit que je ne souhaitais pas la réélection de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas allé au-delà. On verra le soir du premier tour. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan? Je ne me positionne pas dans cette situation parce que justement, est-ce que vous prendrez position? Comment voulez-vous que je prenne position si je ne sais pas qui sera au deuxième tour? Alors, pour ce qui est des signatures, est-ce que l'un et l'autre, vous avez tous les deux vos signatures? Alors, on va commencer peut-être par vous. Corinne Lepage, vous en êtes à combien de signatures? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... je vais vous répondre. Non, je ne sais pas. Parce que je sais à combien je suis arrivée de promesses. Autour de 400, aux promesses 450. Sauf que depuis que les formulaires ont été envoyés, je ne reçois plus de promesses, mais je reçois... par contre des formulaires définitifs, que j'ai beaucoup de nouveaux parrainages, mais que les pressions qui sont faites avec certitude par la droite, parce que ça j'en ai les preuves, avec des présomptions fortes pour la gauche, parce que je n'en ai pas les preuves. La droite. Oui, l'UMP. Oui, et ce qui va autour. Ça veut dire qu'il y a des retraits, c'est ça que vous êtes Oui, en train de absolument. C'est ça que je suis en train de dire, Combien? bien sûr. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais c'est bien. Je sais qui, enfin, je sais quelle force politique, et donc. Comme je ne connais pas la couleur de politique de tous les maires, petits maires qui m'ont donné leur parrainage, je ne peux pas encore avoir de certitude. C'est-à-dire et quand ça, même c'est que vous dites que insupportable. l'UMP fait pression Oui. sur des maires qui vous ont promis leur parrainage. Oui, des maires ou des conseillers généraux régionaux. Réponse oui. Réponse oui. C'est une évidence. C'est évident. Je le vis Bien tous sûr. les jours. Mais un peu plus Moi de aussi. 450 promesses, il y avait, c'est ce Oui, que vous c'est nous ça. disiez. Oui. Et vous, Nicolas Dupont-Aignan? On était tout près des 500, je le dis franchement. Maintenant, j'ai eu des désistements, des pressions insupportables. La volonté systématique de cadenasser le débat public. Le caractère insupportable pour l'UMP et aussi d'autres, qu'il puisse y avoir une autre vision politique de la France. Et puis, pardonnez-moi, vous allez trouver ça peut-être immodeste, mais une campagne au ras du caniveau, alors que je pense avoir un projet politique qui voit à long terme, différent. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais l'honneur de la démocratie française, ce serait de permettre qu'un gaulliste comme moi, qui a une vision de l'avenir, puisse se présenter. Nicolas J'espère les Dupont-Aignan, avoir. suite des questions d'actualité et questions de Gilles Leclerc de Public Sénat. Un président de la République candidat comme les autres, mais sifflé, on l'a vu hier à Bayonne, est-ce que c'est bien dans une campagne électorale? Mais non, mais c'est pas bien évidemment. Je ne vais pas vous dire qu'il faut siffler quelque candidat que ce soit. Ce que j'ai dit simplement, vous allez trouver ça peut-être un peu... pendant 5 ans, on a mis des figurants sur les trajets du président de la République, qui étaient amenés par car, je le sais, puisque j'ai des amis qui étaient amenés par car à l'UMP, qu'on mettait derrière les barrières et qui applaudissaient le président. Et quand le président rentrait de déplacement, il disait à ses ministres, je comprends pas, les sondages sont mauvais, je suis aimé dans le pays. Et aucun ministre n'osait lui dire, mais tu sais, ce sont des figurants, ce sont des militants UMP. Et voilà ce qui arrive quand on a l'effet de cour. Et je pense qu'ils n'ont pas rendu service à leur président de la République. Gilles Lepage, sur ce thème-là, évidemment. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un bon signal dans une campagne? Bien sûr que c'est pas bien, pas plus que les violences verbales et encore moins des agressions. Bien sûr que c'est pas bien, sauf que on est dans une spirale de violence parce qu'on n'arrive pas. Et je vous remercie d'organiser une émission comme celle-ci où on peut échanger sur le fond. On est tout le temps dans le clapotis des vagues, on est dans les petites phrases, on n'arrive pas à discuter du fond devant les Français. Et donc, comment est-ce qu'on se différencie en disant quelque chose d'un peu plus moche sur l'autre? Quand je dis moche, c'est un mot aimable, sur l'autre, en utilisant des simplifications qui n'abusent du reste personne. Bien évidemment, il y a une escalade, et des escalades verbales. Vous passez au dérapage de Madame Joly à mon égard, et puis après ça, vous passez au sifflement dans la rue, et puis ensuite vous allez passer au coup. Donc on est tout le contraire de ce qu'il faudrait. L'épuration évoquée par je le trouve candidat ça président. tout à fait scandaleux, parce que le mot épuration, ça a un sens très fort. C'est ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la suite de l'épuration des gens du reste qui ont été physiquement, qui ont disparu physiquement ou qui ont été emprisonnés. Donc c'est un mot extrêmement fort. Et puis je peux pas dire de quelqu'un qui a quand même eu une politique extrêmement active quant au choix. Dans les entreprises publiques, dans les médias, de gens qu'il connaissait particulièrement bien, de venir parler d'épuration en ce qui concerne le PS, je suis pas sûr que le mot soit bien choisi. Eh bien voilà, ce sera quand même le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci. Et dans une semaine, rendez-vous pour un nouveau débat de la présidentielle.